bienvenue dans le podcast Le Village de la Parentalité. Donc merci beaucoup déjà d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Parfait, prête à démarrer? Allez. C'est parti. Alors je pose la question, c'est toujours la même que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter en tant que femme, en tant que mère et bien sûr en tant que professionnelle? Alors, en tant que femme, quand j'avais lu cette question, pour moi c'était compliqué de me présenter en tant que femme. Euh, donc ensuite, en tant que mère, je vais peut-être aller directement à ça si ça ne te dérange pas. En tant que maman, je suis maman de 3 enfants qui sont grands maintenant. Ma fille aînée, elle a 21 ans. Et ensuite, j'ai des jumeaux, garçons et filles, et qui vont avoir 15 ans dans une semaine. Et mes enfants ont fait ce que je suis professionnellement aujourd'hui aussi. Une grande transformation que de devenir maman dans une vie, mais finalement pas que pour l'aspect femme, mais aussi avec la casquette professionnelle. Peut-être que la parenthèse que je ferai en tant que femme, c'est que je suis l'épouse d'un super mari qui m'a aidée et qui m'a portée dans chacun de mes projets jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ce qui est très important du coup. Oui. Merci. Du coup, justement, par rapport à cette professionnelle que tu es, où tu me dis que ça t'a transformée au niveau de ta maternité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel? Alors, sur mon parcours professionnel, la petite enfance, j'ai fait plein de petits ponts, des raccourcis, mais avant, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Je dirais que Jade, quand elle est rentrée dans notre vie, donc ma fille aînée, j'ai été vraiment à l'écoute de tout ce qu'on pouvait me dire. Je voulais et je pensais qu'il fallait rentrer dans cette case pour être la super bonne maman qu'attend la société, qu'attend les professionnels qui nous entourent, qu'attend la famille, donc tout ce qu'on nous disait de faire ou pas faire, je me disais ok, ils ont l'expérience, c'est ce qu'on doit faire. Et finalement, je pense qu'un aîné, il te fait faire une table rase et il te montre que non, ce que disent les autres n'est pas forcément une vérité absolue, et d'apprendre à se faire confiance en tant que maman. Mais c'est pas toujours évident quand tu es jeune et quand c'est ton premier. Donc elle a planté le décor, tu vois, la porte là, de se dire bon voilà, tu vois maman, être maman c'est pas que écouter les autres, c'est aussi te faire confiance, mais avec ces espèces de bagarres internes entre la culture, ta propre éducation, etc., etc. Puis après il y a les jumeaux qui sont arrivés dans nos vies. Et là, probablement qu'avec 2 enfants à la fois, t'as plus le choix. Tu peux plus décider. Ça s'impose à toi. Donc eux, ils m'ont donné les clés. Et j'ai ouvert la serrure. Mon mari m'a aidé à ouvrir la porte. Et puis derrière, je me suis dit, waouh, il y a tout ça en fait. C'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir de l'autre côté de cette porte. C'est en fait, sociétalement, on te construit un mur. Et puis quand tu as envie de faire toc toc toc, d'ouvrir derrière, tu te dis, ouais, c'est tout un monde. Et dans tout ce monde, je dirais que le fait d'avoir allaité mes jumeaux, même si j'ai allaité ma fille aînée aussi, j'ai rencontré l'association de la Leche League qui m'a fait ouvrir une multitude d'autres portes et de me dire, ok, la maternité, c'est pas que Laurence Fermou, hein, pour pas la citer négativement, hein, elle fait des chouettes trucs, mais bon, c'est pas forcément ma tasse de thé. Il y a bien d'autres noms aujourd'hui, voilà. Et la Leche League, c'est une grande famille où ce qui est dit, c'est démontré. T'es pas juste dans du superflu, comme je veux dire dans les réseaux sociaux où il y a une forme de partage d'infobésité. Là, c'est factuel, c'est comme ça parce que on n'est pas que dans du registre superficiel. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu de recevoir de cette grande famille qui m'a aidé à comprendre qui j'étais en tant que mère, que j'étais pas folle de vouloir m'occuper de mes enfants d'une manière extrêmement maternante, de vouloir les allaiter plus longtemps que 4 mois et demi, de me dire mais c'est pas normal de reprendre le travail alors qu'ils sont tout petits,
Donc rencontrer cette famille avec ses femmes, ses mères et ses pères qui étaient dans ce registre-là, tu te dis ok, je suis pas folle d'avoir envie d'une autre politique familiale dans mon foyer. Donc c'était chouette. De là, j'ai voulu rendre l'appareil, je suis devenue animatrice de la Leche League aussi. Et pendant longtemps, j'ai fait des réunions. C'était jusqu'à avant le Covid et c'était quelque chose d'extraordinaire ces rencontres. On pouvait être 12, 15, voire 20 à partager énormément de choses. Et ensuite, j'ai avancé aussi là-dessus parce que j'ai voulu me professionnaliser et éviter que les parents que je rencontre aient cette fameuse phrase si j'avais su, j'aurais fait autrement. Donc, comment empêcher ça? Je suis allée à l'université. Après, j'ai fait tout un tas de formations pour peut-être me sentir légitime dans ce que je fais, et ça rejoindra une question que tu vas me poser un peu plus tard. Et puis parce qu'on en apprend tous les jours. Voilà, j'en ai encore fait beaucoup l'année dernière, je vais encore en faire beaucoup en 2024. C'est sans fin tout ce qu'il y a à découvrir sur la périnatalité. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'est ton métier, la palette de ton métier? Parce que là, on touche du doigt. Ouais, tu vois, cette question, je crois que c'est... je dis ces métiers parce qu'on est certainement plusieurs à le faire sans que ce soit vraiment très construit. Parce que ce sont des nouveaux métiers quelque part que d'accompagner les parents. Et il y a plein de facettes différentes de le faire. Donc, je dirais que ma première casquette professionnelle, parce que j'en ai plusieurs, la première, c'est d'être consultante en lactation. Ma deuxième, c'est d'être consultante périnatale. Ma troisième, c'est d'être naturopathe pédiatrique. Et puis après, je m'arrête là. Alors, pourquoi toutes ces casquettes? Parce que dans le champ d'action d'accompagner les mamans autour de l'allaitement, c'est pas quelque chose de mécanique. C'est pas juste, voilà, on prend le bébé, on l'installe au sein. Ça devrait être comme ça. Mais ça ne l'est pas parce que notre société d'aujourd'hui a enlevé toute cette part instinctive et il faut tout mathématiser. Je vais inventer des mots nouveaux. Mais ça devrait tellement être instinctif. Mais derrière ça, derrière juste le focus allaitement, se cachent plein d'autres choses, d'autres besoins. Autour de la périnatalité, c'est la compréhension émotionnelle, psychologique de ce qui se passe dans un couple parent. C'est de femme devenir mère. Et ce sont des outils qui m'étaient fortement nécessaires pour en faire un tout. Et derrière, quand tu rencontres des mamans qui n'ont pas forcément envie de donner des médicaments, comme on en parlait tout à l'heure, non autorisés, enfin, il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché, tu te dis, ok, il y a quand même des plans, plein de choses qui peuvent aider, qui peuvent accompagner, soulager des maux. On n'est pas obligé à chaque situation pour un bébé ou pour une maman de passer tout de suite par un traitement costaud et fort. Et la naturopathie est une grande aide là-dessus. Et puis la naturopathie va forcément avec le concept de l'allaitement. Tu donnes l'alimentation vraie à ton bébé. Merci. Du coup, on va pousser un petit peu sur l'allaitement si tu veux bien, parce que c'est des questions qui, moi, me reviennent souvent. Qui c'est que je vais voir pour l'allaitement? Parce que j'ai beaucoup de discours différents, du personnel soignant, et donc je suis perdue. Qu'est-ce que je fais? Donc justement, on vient te voir. En quoi tu peux aider une maman autour de l'allaitement? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette facette de ton métier-là autour de l'allaitement? J'espère qu'elles reçoivent l'écoute dont elles ont besoin. Je crois que je le mettrai en numéro 1. Il y a souvent des larmes qui coulent dans mon cabinet. C'est peut-être la première chose. Ensuite, en deuxième chose, c'est comprendre le continuum, le besoin de bébé. Et j'aime bien dire que je suis l'avocate du bébé. Parce que ce petit être est là, tout fragile, tout vulnérable, il arrive avec des besoins intrinsèques, il se bat pour aller là, et la multitude de femmes serait difficile
de tout condenser avec un seul mot parce que c'est impossible. On a tellement de facettes multiples, mais c'est. Je crois on peut être dans une bagarre interne aussi. On a conscience que le bébé a besoin de continuum et du ventre, on ne pouvait pas le sortir, on n'avait pas le choix, hein, on ne pouvait pas déléguer à quelqu'un d'autre. Voilà, il était là, donc on continue. Et d'un seul coup, on se retrouve, ouf, il est là, il doit être nourri en continu. Et moi, maman, je suis la seule à pouvoir remplir ce rôle-là. Et puis parfois, ça peut faire mal. Et puis, on se demande si c'est normal que le bébé vienne 15 fois au sein. C'est quelque chose qui te parle peut-être. Et c'est pour les débuts de l'allaitement, c'est débroussailler tout ce qui est normal, du pas normal, ce qu'on rencontre avec son enfant et d'être justement dans cette rencontre et dans le lien. Et je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans le faire, bien plus que dans le lien. C'est faut faire comme ça, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, je dois faire comme ça pour être une bonne maman, je dois attendre 3 heures pour le mettre au sein, ou au contraire, je dois l'allaiter à la demande et ça revient toutes les demi-heures. Je dois faire comme ça pour éviter d'avoir mal, mais on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça pour éviter d'avoir mal. Et puis après, elles vont voir une multitude de personnes pour essayer de comprendre qui elles sont en tant que maman, alors que finalement, quand tout va à peu près bien, peut-être que l'idéal ce serait de se mettre dans une bulle et de se dire ok, je fais mon mois d'or, je fais mon 4e trimestre de gestation et je reste dans une bulle et j'essaye d'y rester dans cette bulle instinctive. Donc peut-être que le premier travail c'est ça, c'est rendre l'expertise aux parents et de leur dire qu'ils sont capables de faire et qu'ils sont capables d'être en lien avec leur enfant, de continuer ce nous. Et ensuite, quand il y a des difficultés, c'est de sortir la boîte à outils. et j'espère voilà, avoir le plus d'outils possible à transmettre pour qu'elles se sentent bien dans leur allaitement et qu'elles y arrivent à tenir leur projet, le leur, pas celle qu'on leur imposerait ou quoi que ce soit, mais de découvrir ça, ce que c'est, ce que ça représente. Merci. Du coup, pour continuer sur ton métier, toi, parce qu'on sent que tu en parles avec passion, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te fait le plus vibrer dans ton travail, dans toute la palette de ton travail? Qu'est-ce que tu pourrais dire, ça c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer et qui fait que j'ai toujours envie de continuer, de me perfectionner? Le transfert d'ocytocine, l'explication biologique des choses. Quand la maman, elle se sent confiante, quand elle repart avec une énergie de se dire je suis maman de ce bébé et ce bébé est mon enfant et qu'elle repart avec cette énergie, la sienne. Toi, pas parce que je vais lui avoir dit comment faire, parce qu'en fait elle trouve ses propres outils, mais qu'elle repart avec cette confiance-là. Tu vois, c'est son énergie de lionne, de part instinctive et de se sentir mère. Tu vois, elles arrivent, elles sont comme ça à l'intérieur et puis elles ressortent, c'est mon bébé. Je crois que ce serait ça. Elles repartent avec leur pouvoir. Avec leur pouvoir, leur puissance. Alors que partout où elles vont, à chaque fois, c'est des injonctions. Et c'est très culpabilisant, les injonctions. Parce que tu te dis, je suis pas capable de faire ça. C'est de répondre à ces injonctions tous les jours, c'est compliqué. Et justement, qu'est-ce qui pourrait être le plus dur pour toi dans ce métier? Quand on casse une maman. Quand elles vont à l'extérieur vers d'autres personnes, peu importe, et qu'elles reviennent fragiles, c'est déconstruite. Ça, c'est quelque chose qui peut me faire mal parce que je me dis mince, elle passe à côté d'une certaine magie, on lui enlève cette puissance et ce pouvoir-là. T'en as souvent des mamans qui sont comme ça? Oui, parce qu'elle passe toute la porte comme ça. Ah oui. Je dirais oui. D'accord, ah oui, quand même.
ça commence dès la maternité, hein, même si aujourd'hui on a très 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 envie d'accompagner l'allaitement et qu'encore une fois les soignants font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Hein. Avant tout, c'est une profession de foi, l'envie d'aider l'autre, d'empathie, d'apporter du soutien, mais on leur enlève toute cette possibilité-là. C'est fou ce qui se passe dans nos hôpitaux et dans nos maternités. Après, je dirais que ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est le manque de connaissances autour de l'allaitement. Et j'aimerais tellement que plutôt que de donner de mauvais conseils, ils sont en mesure de dire écoutez, on ne sait pas, allez voir des personnes qui peuvent vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Ce serait beaucoup mieux plutôt que d'être encore une fois dans une injonction à côté de la plaque qui va faire mal à la maman ou au papa, hein, parce que forcément quand il voit sa petite femme pas bien, il n'est pas bien non plus. Mais malheureusement, les mauvais conseils commencent dès la naissance de l'enfant. Toi, tu travailles en lien avec les hôpitaux, les maternités ou pas forcément? Si, il y en a quand même. J'ai la chance de gagner en confiance auprès de différents professionnels de santé, donc qui finissent par m'envoyer les mamans. Et quelque part, ce qu'il y a de curieux, c'est que ce sont déjà des professionnels de santé qui connaissent l'allaitement, qui en connaissent les enjeux, qui ont à cœur d'accompagner les mamans, mais qui n'ont pas forcément ni le temps, ni les possibles dans leur contexte de travail. Parce que ça, en tout cas, on est du même département du coup, on habite dans Lot-et-Garonne. Moi, pour avoir accouché dans la maternité d'Agen, j'ai pu voir des discours très différents. C'est très déroutant. C'est très déroutant quand on n'est pas du tout... alors si on n'est pas du tout informé un minimum, qu'on n'a pas fait des lectures, qu'on ne s'est pas renseigné auprès de personnes compétentes, on se dit waouh, j'écoute qui, je fais quoi, j'écoute moi, j'écoute l'autre, je sais pas. Et à aucun moment, on ne m'a orientée, que ce soit vers toi ou vers une autre. Mais tu vois ce que je veux dire? Juste chacun a donné son opinion sur l'allaitement et sur ce que je devais faire. Et je me dis, mais comment c'est possible encore aujourd'hui de faire ça alors qu'on connaît toute l'importance, tout le démarrage, combien de mamans j'ai eu qui m'ont dit, mais au démarrage, on a forcément bébé au sein, ou maintenant je sais plus quoi faire. Est-ce que toi, tu as une idée de comment c'est possible? Pourquoi ils n'arrivent pas juste à dire, là, je sais pas, je préfère vous orienter vers des personnes qui pourront réellement vous renseigner. Je t'invite à passer la porte de la maternité, faire un toc toc toc. Je vais réessayer. J'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'expliquer ça? Je vais réessayer. Et même d'un point de vue, alors légal, je ne sais pas si c'est le terme qui conviendrait, mais au niveau associatif, de ce que j'ai cru comprendre, ils ont l'obligation de distribuer les associations accompagnantes autour de la parentalité, y compris la Leche League. Mais encore aujourd'hui, on voit la Leche League en France comme étant une entité de secte. On dit, mais c'est pas possible, comment en 2024 on peut encore voir la Leche League comme ça, alors que c'est elle qui a fondé les BCLC. Enfin, tu vois le truc, c'est... D'accord. C'est très compliqué tout ça. Mais j'espère que ça va changer. J'ai à cœur de me dire que petit à petit, ça va évoluer. Moi, je dis que oui, je suis quelqu'un d'optimiste, ça c'est sûr, mais j'ai le recul aussi. J'ai le recul je dirais pas de 21 ans par rapport à Jade, parce que dans cette phase-là, j'étais pas encore dans ce focus-là, mais je dirais en 15 ans, depuis la naissance de mes jumeaux, il y a une intention d'eux. Après, ça avance à une vitesse escargot, ça c'est sûr. Toujours certainement une faute de moyens. Probablement une faute de protocole aussi, parce que l'on a l'HAS qui s'intéresse à l'allaitement, mais qui est très protocolaire. Mais c'est pas un protocole que d'installer son bébé au sein. Quand je parle de parole instinctive, c'est exactement comme pour l'accouchement. Tu regardes les émissions comme Bibi Boom, voilà, l'accouchement, ça passe par les péridurales, en étant allongé, alors qu'on sait que ça bloque le sacrum, alors qu'on sait que la péridurale, ça prolonge le temps de travail, alors que c'est... on a beau le savoir, pour autant, au grand public, ce qu'on diffuse comme émission, c'est pas premier cri, ou l'arbre et le nid, non, c'est pas ça qu'on voit à la télé. C'est encore une fois les protocoles, comment ça se passe. Tu arrives en maternité, on te pose un monitoring, on t'immobilise,
On te met des petites aiguilles dans le dos, on te dit ça va bien se passer madame, c'est un peu tout ça. Alors qu'accoucher, on l'a toujours fait. La péridurale, elle existe depuis les années 80. C'est la femme depuis que l'humanité existe. L'allaitement, c'est la même chose. Et comme tu dis après, des fois il y en a qui ne veulent pas du tout allaiter. Et du coup, ça peut être en effet culpabilisant de se dire ce que je donne, c'est pas moi mon bébé, mais en même temps, moi, j'ai déjà rencontré des mamans qui, pour elles, le rapport avec la prise de sein, elles se voient de suite comme c'est marrant cette expression du coup, comme une vache laitière, elles apprécient pas le contact, elles veulent pas du tout faire ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que peut-être ça serait bien de venir en amont pour pouvoir discuter de ça, de l'allaitement Je pense que en France, on est les plus mauvais élèves de l'allaitement par rapport aux pays européens. On commençait à augmenter un petit peu nos stats et elles ont fortement diminué de nouveau, donc c'est tragique. Mais c'est comme ça. Et je pense que pour répondre à cette question que je me pose tout le temps, pourquoi est-ce qu'une maman peut avoir une aversion auprès de l'allaitement? Il y a peut-être le regard sociétal aussi qu'on porte sur l'allaitement. Je dirais que les réseaux sociaux débordent d'allaitements qui se passent mal, mais quand ça se passe bien, on n'entend pas parler. Une maman pour qui ça va bien, elle n'est pas sur les réseaux sociaux pour dire je vais pas bien, puisqu'elle va bien. Donc on a plus tendance déjà à dire ça ne va pas. C'est dans la question est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, mais ok, je suis contente pour toi, et puis hop, on passe à autre chose. Si tu me dis non, je vais pas bien, bon, pourquoi? Et, tu vas développer. C'est la même chose avec l'allaitement quelque part. Donc, quand ça va pas, on vient me voir, on va en voir d'autres, on va chercher des réponses sur Internet. Les forums débordent de tout ça. Donc, pour une maman qui se pose la question, quand elle commence à regarder son Insta et se dire ok, cette maman, le sein, comment il est devenu? Ok, cette maman, elle ne dort pas parce que elle donne 15 fois le sein la nuit. Ouais, et papa, à la place de papa, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, je préfère encore ne pas allaiter. Après, pour beaucoup aussi, ce que l'on sait, c'est la reprise du travail, la politique familiale. Quand tu reprends ton boulot avec un petit bouchon qu'à 2 mois et demi, juste au moment où tu commences à sortir de la galère et un peu comprendre et atterrir sur le fait que t'es maman, il faut reprendre le chemin du boulot, c'est pas évident. Les professionnels de la petite enfance ne savent pas comment accueillir un bébé allaité. Pour eux, c'est biberon toutes les 3 heures. Donc c'est toute une société autour de tout ça qui fait que l'allaitement est compliqué pour une maman. Je crois qu'il n'y a pas que le principe aversion de mettre son bébé au sein, même s'il y en a quelques-unes, c'est une minorité. Par rapport à la parentalité, pour toi, pourquoi c'est important de pouvoir être accompagné dans ce devenir parent? Déjà, dès la conception, dès le désir d'être parent, en quoi ça pourrait être important d'être accompagné, que ce soit par toi, peu importe, par quelqu'un d'autre, mais en quoi c'est important de ne pas être seul, de créer ce qu'on dit beaucoup en ce moment, ce fameux village, mais dès le début. Pas forcément au moment où, ben voilà, ça y est, on est dans les difficultés, on est sous l'eau, on n'en peut plus. De ne pas attendre d'être en mode warning. C'est ça. Et ce qui arrive quand même assez souvent, mine de rien. Notamment pour le premier, de ce que je peux voir moi dans mon expérience pro, c'est que c'est souvent au premier, on se dit on verra, ça va aller, j'attends, et c'est souvent un peu, c'est pas que c'est trop tard, mais on est dans le dur, et donc c'est difficile. Et puis au deuxième, on se dit je vais le faire dès le début, mais voilà, en quoi c'est important. Justement, là, on va dire qu'il y a des nouveaux parents qui nous écoutent, qui sont en désir, qui réfléchissent. Comment on peut leur faire transmettre ce message de c'est important de se faire accompagner avant qu'il y ait quoi que ce soit? Pourquoi c'est important? Peut-être qu'après, on peut le voir dans un registre encore plus large. On est dans une société en mouvement. Il y a toujours les anciennes générations qui se font bousculer par les nouvelles générations. Et aujourd'hui, même si la théorie de l'attachement date lui des 1950, enfin, c'est vieux quand même, hein, c'est pas... Puis si on recule encore un peu, Montessori, ce qu'elle a pu explorer, mais c'est qu'une minorité de personnes qui savent tout ça
quand on a été bah, éducatrice jeune enfant, on découvre et on se dit ouais, il y a tout un monde. Ça rejoint cette histoire de porte. Quand tu ouvres la porte, tu découvres tout un monde et te dire mais en fait, il y a autre chose derrière la parentalité et que les scientifiques connaissent, que les psychologues connaissent, leur univers, leur monde. Puis maintenant, on a les neurosciences qui arrivent et qui viennent nous démontrer encore autre chose. Et, je crois que quand on a le désir de devenir parent, avant même de le porter, de ne pas avoir peur de ça, de ce changement. Et de, comme je disais tout au début, de se dire ok, on va transformer un nous. On est je, on est tu, et puis on se rencontre, on fait un nous en tant que couple. Et puis ensuite, on devient un nous avec l'arrivée d'un enfant. Et si on est prêt à accueillir ce nous, on se défait de certaines peurs. Et si on le fait avant, du coup, on prend peut-être conscience de nos peurs. De se dire, ok, ça peut être compliqué d'être parent, d'être dans la bienveillance, d'accueillir que, ben oui, hein, on est fait de plein de facettes d'émotions et on peut, à un moment donné, être très en colère de certaines situations et avoir du mal à les maîtriser. Mais en même temps, si on sait qu'il existe des professionnels pour comprendre qui on est dans ce nous et chérir ce nous de couple, chérir ce nous à 3, chérir ce nous à 4, à 5, à 6, quel que soit ponctuellement ce que l'on rencontre, bah forcément c'est plus doux et plus facile parce qu'on est apte à accueillir ça. C'est que ce soit pour se préparer à l'été, de se dire ok, je peux rencontrer certaines difficultés, mais j'entends qu'il peut y avoir des difficultés, mais s'il y a des difficultés, ça veut dire que derrière il y a des solutions. J'entends que finalement ça peut être quelque chose de très fluide et très facile, parce que heureusement pour la plupart des mamans allaitantes ça se passe super bien. J'entends que d'avoir un enfant qui se réveille 15 fois la nuit, il y a des fois on peut en avoir gros sur la patate, mais qu'en même temps ça peut être normal et se dire, bah voilà, devenir parent, c'est tout ça. D'entendre que un petit bouchon à 2 ans, c'est une boule d'énergie qui vient bousculer plein de choses à l'intérieur de nous et d'y mettre un cadre d'amour et de bienveillance. Comment on fait ça parce que nos parents et nos grands-parents n'étaient pas dans ce concept-là. Donc ils avaient leurs principes éducatifs, ils ont fait comme ils ont pu avec les connaissances de l'époque. Et nous, quelque part, aujourd'hui, on a presque plus d'excuses parce qu'on a les neurosciences, on a la psychologie, on a des accompagnants pour tout ça. Donc, on est sur cette nouvelle génération de parents qui ont la chance d'avoir des outils que moi, j'ai pas eu pour ma fille aînée, ça n'existait pas. Donc, il fallait vraiment avoir des professionnels en blouse blanche. Et c'est chouette. C'est chouette de pouvoir se dire qu'il existe une multitude de petites béquilles et qu'on n'est pas tout seul dans cette découverte d'être parent. Et ouais. Du coup, on va terminer en faisant cette belle transition puisqu'on est en train de parler des parents. Est-ce que tu aurais un message, des mots, une phrase, peu importe, que justement tu as envie de transmettre aux futurs parents et aux parents qui nous écoutent, quelque chose qui pour toi est important, qu'ils entendent, qu'ils ont besoin d'entendre, qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, et qui pour toi est très important? De se pardonner. De se dire, de ne pas se mettre la barre ici, et d'accueillir qu'on peut être là, on peut être là, on peut être là, et ça bouge. Et de se pardonner. D'accord. Tu t'es pardonné, toi? Oh ouais, c'est... Maintenant, je crois que ce travail-là, il est fini. Merci beaucoup, Barbara, pour tout ton partage. Merci à toi, c'était intéressant.